Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, Uluru. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est une formation rocheuse naturelle massive, en grès, située dans le territoire du nord de l'Australie. Et il est très difficile d'exprimer l'ampleur de cette structure sans la voir de ses propres yeux. Elle mesure environ 348 mètres de haut et environ 10 km de large. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que le grès qui la compose date de 600 millions d'années. Et Uluru est l'un des lieux les plus sacrés pour les tribus natifs d'Anangu depuis des milliers d'années. La première personne à l'avoir vu en dehors des aborigènes est William Gosse en 1873. Mais les Anangu visitent Uluru depuis plus de 30 000 ans. Ils ont recouvert la base du rocher de magnifiques pétroglyphes et de peintures, et le rocher est l'épicentre d'histoires, de chants et de cérémonies qui célèbrent la création de la vie en Australie. Pour les peuples autochtones, Uluru était le centre de leur univers, et par conséquent, dire qu'Uluru est un site sacré serait un euphémisme. Les Anangu pensaient que le créateur ancestral de l'univers était directement responsable de la présence d'Uluru sur la planète. Chaque grotte et chaque fissure de la roche est liée à une histoire, et toutes les légendes racontées par les Anangu sont dessinées quelque part sur la surface de la pierre. Mais vous me demanderez peut-être en quoi ce lieu est-il interdit. Il est interdit dans le sens où les scientifiques ne connaîtront peut-être jamais la vérité sur ce monument naturel. Les fouilles, en tout genre, y compris les fouilles archéologiques, sont interdites ici depuis très longtemps, et l'escalade a également été récemment interdite. Plus aucun randonneur ne se rendra donc au sommet du rocher sans risquer une peine de prison, et plus personne ne mettra une pelle ou un pic dans le sol à la recherche d'artefacts perdus. Numéro 9, la zone interdite. Si vous avez déjà visité le Grand Canyon sur Google Maps, vous avez peut-être remarqué que de nombreux points d'intérêt portent des noms très bizarres. Et la plupart des points culminants de la zone du Haunted Canyon portent des noms tels que la Tour de Seth, le Temple d'Horus et les pyramides de Khéops et de Ra, qui sont tous des noms égyptiens. Et si vous tentez de comprendre pourquoi tant de points de repère dans le Grand Canyon portent des noms égyptiens, vous ne trouverez probablement pas grand-chose. Et c'est parce qu'il y a tout simplement très peu d'informations sur les personnes qui ont nommé ces points d'après des figures célèbres de la mythologie égyptienne. L'histoire nous apprend que le tout premier voyage financé par le gouvernement américain dans le Grand Canyon a eu lieu en 1869. Le général John Wesley Powell dirigeait l'expédition et il se trouve qu'il était le tout premier directeur du bureau d'ethnologie du Smithsonian. Il était également l'un des membres fondateurs de la National Geographic Society et la légende veut que les notes de John sur son voyage aient été perdues, mais beaucoup pensent que c'est lui qui a nommé les pics du Grand Canyon. Le Grand Canyon abrite une zone interdite, il est donc interdit de circuler dans cette zone où tout porte le nom d'un personnage égyptien. Officiellement, les zones géographiques et les routes sont interdites au public, et la zone interdite s'étend sur environ 100 km. Et il est très intéressant de savoir qu'il est également interdit aux avions de survoler la zone interdite. Cette législation a été adoptée en 1987, restreignant l'espace aérien au-dessus du canyon. Et pour beaucoup, la question est de savoir pourquoi interdire cette zone spécifiquement. Au début des années 1900, des rumeurs circulaient selon lesquelles une expédition avait découvert des reliques égyptiennes cachées dans une grotte quelque part dans le canyon. Un explorateur supposé, du nom de J.E. Kincaid, pensait qu'une société égyptienne vivait dans l'ombre du Grand Canyon il y a plusieurs siècles à l'abri dans des grottes. Mais cette prétendue découverte a été rapidement rejetée et toutes ces années plus tard, il est illégal d'essayer de pénétrer dans la région. Numéro 8. Les reliques interdites de Chine. Le gouvernement chinois a officiellement interdit l'exposition de centaines de reliques culturelles en dehors du pays. Il s'agit des artefacts interdits de la Chine. En 2002, la République populaire de Chine a dressé une liste complète des antiquités qui ne peuvent sous aucun prétexte être emportées à l'étranger, et de nombreux artefacts n'ont été découverts que très récemment. La plupart ont été découverts dans le milieu du XXe siècle. Et en 2012, l'État avait annoncé une révision avec 37 reliques culturelles supplémentaires interdites de quitter les frontières chinoises. La plupart étant des peintures anciennes et des œuvres de calligraphie. Et l'année suivante, 94 autres objets ont été rajoutés à la liste des objets interdits. Et ces objets ont été découverts sur de nombreux sites archéologiques sans ordre particulier.
Non seulement la Chine a des trésors très spécifiques qu'elle refuse de laisser partir, mais il y a aussi tout un tas d'artefacts classés qui ne peuvent pas partir non plus. Tout ce qui est considéré comme d'anciens restes humains ne doit jamais quitter la Chine. Tout ce qui provient d'un lieu d'observation religieuse, ainsi que les artefacts qui pourraient être facilement endommagés, sont également interdits de sortie. Il en va de même pour les reliques culturelles, c'est-à-dire tout ce qui a été sorti du sol. En outre, rien ne peut être exposé en dehors de la Chine qui n'a pas d'abord été exposé dans le pays lui-même. Autant tout interdire. Mais sur la liste initiale de 2002 figuraient des pièces très intéressantes de l'histoire chinoise, notamment un ancien chaudron datant de la 23e année du règne du roi Kang de la dynastie Zhou, et qui a régné entre 1046 et 771 avant notre ère. Il figurait également sur la liste les 4 couronnes de phénix provenant de la tombe de l'empereur Wanli de la dynastie Ming entre 1368 et 1644. Mais l'un des objets les plus controversés est cependant la stèle de Qian. Il s'agit d'un ancien monument de la dynastie Tang sur laquelle est inscrite une histoire détaillée des 150 premières années du christianisme en Chine. Le monument mesure près de 3 mètres de haut et porte des inscriptions en chinois et en syriaque. Il raconte comment l'empereur Tiaizong a accepté le christianisme sur cette terre pour former l'église de l'Est. Des missionnaires de l'Empire romain d'Orient ou l'Empire byzantin sont arrivés en Chine en 635 de notre ère. Ils ont alors commencé à répandre le christianisme en Chine. Et cela aurait très bien fonctionné. Le christianisme a commencé à se répandre en Chine et sans les persécutions religieuses du 9e siècle, la Chine aurait très bien pu devenir un pays chrétien. Mais l'empereur Wuzhang interdit toute religion venant de l'extérieur. Et le christianisme a donc été stoppé net dans sa progression. Le zoroastrisme, qui s'était infiltré en Chine depuis la Perse, a lui aussi été stoppé net. Numéro 7. La chambre interdite de Pompéi. L'éruption du Vésuve, en l'an 79 de notre ère, a enseveli la ville romaine de Pompéi sous des cendres brûlantes. Et l'un des rares témoins survivants avait déclaré avoir vu la poussière se déverser sur la terre comme un déluge noir. D'innombrables personnes sont mortes et Pompéi a ensuite été abandonnée. Mais elle a été redécouverte en 1748 et depuis, elle est l'un des sites archéologiques les plus populaires au monde. Et comme Pompéi est étudiée régulièrement, il y a toujours de nouvelles découvertes. En 2021, les archéologues ont découvert une pièce interdite. C'était dans le cadre des fouilles d'une villa préservée à la périphérie de Pompéi. Techniquement, elle faisait partie de la ville, mais elle se trouvait en marge de celle-ci. Les chercheurs y ont trouvé un trio de lits en bois, un pot de chambre et quelques jarres. Mais la grande découverte a été de savoir qui vivait dans cette pièce. Selon le ministère de la Culture italien, il s'agissait d'esclaves. Et c'est un exemple de l'autre facette des Romains. Les Romains ont certes construit des routes et apporté la paix dans de nombreux endroits, mais ils ont aussi semé la dévastation et possédé les gens comme du bétail. Le propriétaire de l'ancienne villa, située à la périphérie de la ville, possédait également des esclaves. Sur l'un de leurs lits, on a découvert un coffre en bois contenant des morceaux de métal et de fibres. Et il est très intéressant de noter qu'il pourrait s'agir d'une partie d'un harnais de cheval. Cela suggérait que les esclaves étaient chargés de s'occuper des écuries. 2 des lits de la pièce étaient de la taille d'un adulte, et l'autre était manifestement destiné à un enfant. Et pour cette raison, les scientifiques estiment qu'il devait s'agir d'une famille et que la pièce servait également d'espace de stockage. En d'autres termes, les esclaves dormaient sur de petits lits dans un placard de rangement, puisque l'espace n'est que de 16 mètres carrés. La découverte de cette pièce interdite met en lumière la manière dont l'Empire romain traitait ses esclaves. Les historiens ont toujours connu l'existence de cette pratique, mais les faits restent tout de même très vagues en ce qui concerne la vie quotidienne. Ce qu'ils faisaient, où ils vivaient et comment ils étaient traités sont toutes des questions qui n'ont pas encore de réponse définitive. Numéro 6. La forteresse des sables. Arghebam est une citadelle brisée située au centre du désert du Moyen-Orient. Il s'agissait à l'origine d'une petite colonie à l'époque de l'Empire achéménide au VIe siècle avant notre ère. Elle abritait des casernes militaires, de palais royaux et une communauté composée de personnes de tous horizons. Et ce n'était pas seulement une forteresse, mais aussi un comptoir commercial et un centre politique. À l'époque médiévale, le château dans les sables est devenu l'épicentre de la suprématie économique de la Perse. Arghebam atteint son apogée au 7e siècle après Jésus-Christ, 1000 ans après avoir prospéré dans le désert.
La ville n'a cessé d'être agrandie par de nouvelles constructions, de nouveaux quartiers et de nouvelles parties de la grande citadelle située au centre. Et alors qu'un empire s'effondre et qu'un autre s'élève, la cité des sables conservait son importance. Cependant, l'empire sassanide a pris le contrôle de la ville en 224 de notre ère et au cours des 400 années suivantes, il a fait d'Arghebam l'une des villes les plus riches du Moyen-Orient. Et même lorsque la légendaire ville de Persépolis, construite par le roi Darius Ier, tomba en ruine, Arghebam resta debout. Son succès est dû en grande partie à son système hydraulique. La région étant très sèche, des ingénieurs ont imaginé, il y a 3000 ans, un moyen d'irriguer l'ensemble du site. Ils ont puisé dans les eaux souterraines et les ont fait remonter à la surface à l'aide de puits, de canaux et de systèmes hydrauliques. Le système d'irrigation a permis d'irriguer les cultures et de transformer ce qui aurait dû être une terre abandonnée en une véritable oasis en plein désert. Situé à mi-chemin entre la Chine et l'Empire romain, le château dans les sables était parfaitement placé pour tirer profit de la route de la soie. Au début du Moyen-Âge, le commerce traversait Arghebam comme un fleuve. La ville regorgeait de gens puissants, de politiques complexes et de richesses inouïes. La soie et le coton comptaient parmi les produits commerciaux les plus importants. Mais qu'est-il arrivé à la ville ? Contrairement à la majorité des villes puissantes de l'Antiquité, Arghebam a survécu jusqu'à l'ère moderne. Ce n'est que vers les années 1900 que les gens ont commencé à partir. Ensuite, en 2003, un tremblement de terre a détruit la ville. Cette catastrophe naturelle a transformé Arghebam en ruine en l'espace de quelques secondes. La ville aurait pu rester debout pendant encore 2700 ans sans l'intervention de Mère Nature. Elle est ensuite devenue une ruine interdite et n'a été que partiellement restaurée en tant qu'attraction touristique. Numéro 5. Les drones et la plaine des Jarres. L'un des sites archéologiques les plus surprenants au monde est également totalement interdit d'accès. Il s'agit de la plaine des Jarres au Laos. Il s'agit d'un immense paysage de jarres de pierre géantes plantées dans des prairies et s'avançant sur les flancs des collines herbeuses. Au total, plus de 2000 jarres de pierre sont disséminées dans la région. Les scientifiques pensent qu'elles sont là depuis plus de 2 millénaires. Et les archéologues s'accordent à dire que ces jarres étaient utilisées comme d'énormes urnes funéraires. Elles ont été façonnées par une civilisation inconnue et servaient à contenir les corps des défunts. Soit les personnes étaient brûlées et leurs cendres étaient placées dans les jarres, soit elles étaient enfouies à l'intérieur et laissées à l'abandon. C'est du moins l'une des théories. Découvrir la vérité est beaucoup plus difficile que cela ne devrait l'être. La plaine des Jarres est une zone interdite. Elle a été bombardée si brutalement par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam qu'il est encore trop dangereux de s'y promener. Environ 2 millions de bombes ont été larguées sur le Laos entre 1964 et 1973. Ce que beaucoup de gens ignorent est que le Laos a été encore plus visé que le Vietnam pendant la guerre, et environ 30% des bombes qui ont été larguées sur le pays n'ont jamais explosé. Et au cours des 50 dernières années, elles ont été aspirées par le sol ou recouvertes par la végétation très dense. Il suffit donc d'un faux pas pour être réduit en miettes. Les scientifiques font donc recours à des drones pour étudier la plaine des Jarres. Et comme il est trop dangereux de se rendre sur place, les archéologues envoient des drones pour faire leur travail. Mais malgré tous les drones qui survolent la zone, les scientifiques ne savent toujours pas ce qui a créé les jarres ni à quoi elles servaient. Numéro 4. La zone rouge. La zone rouge est un morceau vivant de l'histoire de la guerre en France. En 1916, les forces françaises et allemandes se sont affrontées pendant 300 longs jours. Ce fut le conflit le plus long de la guerre et il coûta la vie à plus de 300 000 personnes. La bataille de Verdun reste considérée comme le combat le plus sanglant de la Première Guerre mondiale et après 300 longs jours et longues nuits de bataille, la ville de Verdun a été réduite à l'état de ruine. La région environnante dans le nord-est de la France a également été détruite, laissant 17 000 hectares à l'état de désert post-apocalyptique. Et dans les jours qui suivirent la guerre, il fut convenu de laisser la zone en l'état. Elle est alors désignée sous le nom de zone rouge. Et plus d'un siècle plus tard, il n'y a pas un seul être humain qui y vit. Elle est également interdite, l'accès y étant rarement autorisé et seulement dans des cas très particuliers. L'historienne britannique Christina Holstein explique qu'avant la Première Guerre mondiale, Verdun était essentiellement constitué de terres agricoles. Mais elle accueillait également une garnison de 66 000 hommes en temps de paix.
La guerre a commencé en 1914 et en l'espace de 2 ans, les forces françaises et allemandes ont accumulé des munitions dans la région. Des millions d'obus échangés ont permis à Verdun d'accueillir la première véritable bataille d'artillerie de l'ère moderne. Et pendant près de 300 jours, les bombardements n'ont pas cessé. Des millions et des millions d'obus d'artillerie ont fait exploser le terrain. Et aujourd'hui, la zone est remplie de cratères et ressemble plus à la Lune qu'à la planète Terre. Numéro 3, la côte interdite. En Namibie, des mineurs sont tombés sur les ruines d'un navire portugais rempli de pièces d'or. Le navire contenait un trésor d'une valeur estimée environ 9 millions de dollars. Et après la première découverte des mineurs, des archéologues sont venus s'occuper du reste et ont rapidement identifié le navire comme étant le Bom Jesus, qui se traduit par Bon Jésus. Le navire a quitté la ville de Lisbonne en 1533 pour se rendre en Inde. Mais il a disparu alors qu'il traversait une ville diamantifère en Namibie. Sa route l'a mené le long de ce que l'on appelle la côte interdite, qui a mérité son nom pour de très bonnes raisons. Des dizaines, voire des centaines de navires y ont trouvé leur fin. Et lorsque l'épave du navire a finalement été retrouvée, 500 ans plus tard, elle se trouvait au fond d'une lagune asséchée, elle avait été aspirée par le rivage et ensevelie sous des tonnes de sable. Et si les mineurs n'avaient pas été là pour creuser, le navire n'aurait jamais été révélé. Le professeur Timothy Insel, expert en archéologie africaine, a qualifié ces découvertes de très importantes. Les archéologues ont découvert des objets et des vêtements dans le navire, ainsi que des morceaux d'os et des outils de navigation aléatoires. Et même si c'est le trésor qui a fait la une des journaux, les chercheurs sont bien plus intéressés par les autres objets. Il est extrêmement rare de trouver des effets personnels de l'équipage d'un navire datant d'il y a 500 ans. Ils pensent que les ossements pourraient donner une idée de ce que mangeaient ces marins à l'apogée de l'exploration portugaise. Les experts pensent qu'une tempête est probablement à l'origine de la destruction du navire. Le long de la côte interdite, les vents peuvent atteindre des vitesses de 130 km/h. Et en hiver, les vagues sont incroyablement hautes et il est pratiquement impossible d'atteindre le rivage. Et quand bien même des marins auraient pu échapper au naufrage, il leur était quasi impossible de s'échouer vivants. Le Bom Jesus est actuellement l'épave la plus ancienne et la plus précieuse jamais découverte sur la côte interdite. Mais ce n'est pas la seule. Des centaines de bateaux le long du littoral sablonneux de l'une des côtes les plus dangereuses du monde. Et malheureusement, la plupart d'entre elles ne seront jamais découvertes. Numéro 2, la coupe interdite. En 1960, un fermier bolivien travaillait sur un domaine privé lorsqu'il découvre par hasard un bol. Il s'agissait manifestement d'une relique historique, ancienne, fragile et couverte d'inscriptions. Il a été retrouvé dans une zone relativement intacte où les archéologues n'ont jamais pu faire de fouilles. Et il n'aurait peut-être pas attiré beaucoup d'attention s'il n'y avait pas eu un fait quasi impossible. Le bol est orné d'une écriture cunéiforme sumérienne, ou du moins c'est ce que dit la théorie. L'écriture cunéiforme est la plus ancienne langue écrite connue au monde. Elle a été inventée par les Sumériens de Mésopotamie il y a environ 5500 ans. Et bien que les scientifiques n'aient jamais été en mesure d'authentifier l'écriture comme étant sumérienne, c'est ce qu'elle semble être pour beaucoup, y compris des archéologues et des historiens. L'intérieur du bol porte des inscriptions qui semblent identiques aux caractères mésopotamiens. Une autre partie du bol porte des inscriptions rédigées dans l'ancienne langue kelka des habitants des Andes. Cette langue a probablement été inventée vers l'an 1000 de notre ère par la civilisation Pucaru qui a précédé le célèbre empire de Tiwanaku. L'archéologue bolivien Max Portugal Zamora a pris l'existence de la coupe interdite en 1960, mais il n'a jamais pu effectuer des recherches approfondies à son sujet. Le bol a été remis au musée local de La Paz et en échange, le fermier qui l'a trouvé a reçu une concession de terre. Et jusqu'au début des années 2000, personne ne s'est intéressé à ce bol, connu sous le nom de la Fuente Magna. C'est alors que les légendes sur l'artefact ont recommencé à circuler et que les archéologues modernes s'y sont intéressés. L'épigraphiste américain Clyde Ahmed Winters a même publié une traduction qu'il a faite de ce qu'il aurait traduit du bol. Selon lui, il est écrit « Dans le futur, approchez l'immense Nia, une personne bénie qui bénéficie d'une grande protection. Le divin inculquera la pureté, la joie et le caractère. Cet oracle bénéfique s'adresse aux personnes qui souhaitent créer un caractère fort, du bonheur et de la pureté
pour tous ceux qui le recherchent. Mais la majorité des experts sont convaincus qu'il ne s'agit pas de cunéiforme, même si les symboles y ressemblent beaucoup selon leur propre dire. Nia est la déesse sumérienne de la fertilité qui a donné naissance au ciel et à la terre. Mais il est complètement impossible qu'une tribu andine isolée d'Amérique du Sud ait pu le savoir. Le bol reste à ce jour un très grand mystère qui suscite de nombreux débats entre les experts. Certains chercheurs pensent qu'ils pourraient prouver que les Sumériens ont fait traverser l'océan à leur bateau jusqu'en Amérique du Sud, et ce, il y a 5000 ans. Certains pensent même que les Sumériens pourraient être les ancêtres des Incas, alors que le consensus scientifique est que si les symboles sont certes mystérieux et étranges, ils ne sont rien d'autre que des coïncidences. Numéro 1. Les fouilles secrètes. Jérusalem fait parfois l'objet de fouilles, mais cela n'arrive pas très souvent, et ça n'arrive certainement pas dans les lieux très saints. Mais il y a toujours une activité archéologique en cours. Mais en 1909, un groupe de scientifiques rebelles ont effectué des fouilles interdites à Jérusalem à la recherche de l'Arche d'Alliance. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman régnait encore sur Jérusalem. La ville sainte était sous le contrôle des Ottomans depuis leur capitale d'Istanbul. Un chercheur scandinave du nom de Walter Juvelius pensait que l'Arche d'Alliance se trouvait quelque part dans un tunnel perdu sous la ville de Jérusalem. Il convainc donc le capitaine Montagu Brownlow Parker de financer une expédition et ils partent à la chasse. L'Arche d'Alliance, selon la Bible, est un coffre en bois orné de 2 statues de chérubins. Et sous le couvercle en or massif se trouvent les tablettes sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements et d'autres reliques religieuses légendaires. Mais après l'attaque de Jérusalem par l'armée babylonienne, en 586 avant notre ère, l'arche a été perdue. Certains affirment qu'elle a été cachée sous le mont du temple, tandis que d'autres pensent qu'elle a été ramenée à Babylone. Juvelius croyait à la première de ces 2 théories, et plus précisément, il pensait qu'elle était enterrée sous la mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa est le 3e lieu saint de l'islam, c'est pourquoi les fouilles y sont strictement interdites. Même en 1909, il était illégal de faire des fouilles. Mais les membres de l'expédition pensaient qu'en creusant du bas de la colline jusqu'à la mosquée, ils trouveraient des passages secrets datant d'il y a 3000 ans. Ils pensaient que l'arche se trouvait quelque part dans ces tunnels, mais malheureusement, les scientifiques n'ont jamais trouvé l'arche d'alliance. Mais ils ont soudoyé ceux qui se trouvaient sur leur chemin pour leur permettre de mener à bien les fouilles les plus interdites de l'histoire de l'archéologie. Et les fouilles de Parker et Juvelius ont causé un tel scandale lorsque les habitants ont découvert ce qu'ils faisaient, qu'ils ont déclenché des émeutes. Et les journaux de l'époque ont titré que les archéologues venaient peut-être de provoquer une guerre sainte à l'échelle mondiale. Et des explorateurs ont fait une découverte en Amazonie qui demeure à ce jour inexpliquée. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.